Bonjour à tous, c'est Zorakvos, votre youtubeur préféré, et on se retrouve pour le début d'une nouvelle émission Retro Catch. Retro Catch est une émission dans laquelle je vais parcourir tout simplement des pay-per-view de WWE, des anciens, des moins anciens, des très anciens et des plus récents, dans le but de pouvoir me faire un avis et les analyser en profondeur et de pouvoir peut-être voir des changements ou un avis différent de ce que j'ai pu avoir à l'époque où je les ai regardés, ou peut-être même en découvrir certains que je n'ai jamais vus de ma vie. Aujourd'hui, on commence cette émission avec SummerSlam 2018. On commence avec directement l'opener, Seth Rollins contre Dolph Ziggler pour le titre intercontinental détenu par ce dernier. Ils sont accompagnés de Dean Ambrose et de Drew McIntyre. Vous allez voir que dans cette vidéo, on a beaucoup de catcheurs qui ne sont plus là malheureusement et même qui nous ont quittés. C'est très triste, mais c'est aussi nostalgique et ça fait plaisir de les revoir sur le terrain WWE. Petite information et petit assez fun fact, Seth Rollins portait une tenue à l'effigie de Thanos et avec une jambe de couleur marron et une en or, rappelant le gant car lui, son curb stomp est pour lui le gant tout simplement de Thanos car il défonce des gens avec. Petite aussi information, il faut savoir que Dean Ambrose est arrivé en premier, suivi de Seth Rollins, donc on est rentré sur l'entrée et la musique de Seth Rollins, contrairement à Dolph Ziggler qui est entré en premier, et Drew McIntyre par la suite, quel plaisir de le revoir en heel avec sa tenue incroyable et son charisme de fou quand il est arrivé à la WWE. Et donc, ils ont fait leur rentrée sur la musique de Drew McIntyre et c'est lui qui a célébré ou qui en tout cas s'est introduit en étant sur la troisième corde, ou en tout cas en étant dans le coin. On voit bien que WWE à ce moment-là nous mettait en avant, Drew McIntyre beaucoup plus quand même que Dolph Ziggler. Alors il faut savoir que j'ai quelques avis qui diffèrent avec les gens, donc je me suis un peu renseigné sur Cage Match. Et ce match-là est considéré comme le deuxième meilleur de la soirée, et pour autant, pour moi, c'est un des pires. Alors, je vais vous en parler tout simplement, il dure 22 minutes, opener quand même, je m'étais dit, entre Seth Rollins et Dolph Ziggler, on va bien commencer tout simplement le rétro catch, et bah pourtant le match, il ne m'a pas plu. Pourquoi ? Et bah tout simplement, quand t'as un match de 22 minutes, le but c'est de garder en haleine les personnes qui regardent tout simplement. De les garder en haleine, de les garder investis. Et le problème c'est que je trouve que le match, en fait, tu t'investis dedans qu'à la fin, pendant 90% du match, donc pratiquement pendant 20 minutes, tu as que une petite séquence de 2 prises, 10 secondes où ils sont par terre, une petite séquence de 2 prises, 10 secondes où ils sont par terre, une petite séquence de 3-4 prises et 20 secondes où ils sont par terre. Toutes ces séquences sont entrecoupées de colliers de tête, de coups dans les genoux, logique pour mettre à bas Seth Rollins et son curb stomp, et par des sorties de ring. Dolph Ziggler qui se fait balancer, Seth Rollins qui se fait balancer, Dolph Ziggler qui se fait balancer, Seth Rollins qui se fait balancer, et des putains de stare down entre Drew McIntyre et Dean Ambrose. Alors je ne dis pas, le catch est bon, mais trop entrecoupé et beaucoup trop lent pour tenir en haleine pendant 22 minutes. Il faut savoir qu'il y a certains matchs qui durent plus longtemps sur la carte et où je me suis fait moins chier. Alors autant c'était quand même bon in ring, il y a quand même un super body DDT sur l'apron, un reverse Falcon Arrow depuis la troisième corde de Seth Rollins qui a mis en ovation toute la salle et qui s'est levée à l'unisson, c'était magnifique, je suis totalement d'accord, mais le match pour moi était trop lent. Quand t'as un match aussi long, il faut tenir en haleine ton viewer, ton spectateur, et malheureusement, ils m'ont totalement perdu dans le match. Je lui mets donc quand même une note de 6,5 sur 10, je trouve que je suis assez gentil comme ça. Personnellement, j'aurais mis moins, mais quand j'ai vu un peu les notes des autres matchs, j'ai quand même un petit peu revu à la hausse, parce qu'il y a quand même 2 grands catcheurs dans ce ring, et qu'il y a un minimum de respect à avoir envers eux. Victoire de Seth freaking Rollins, qui repart champion intercontinental pour la 2e fois, et tout simplement, ces catcheurs-là vont aller feuder pendant quelques mois ensemble autour du titre intercontinental et après des titres tag team de Raw. Le deuxième match, on part sur les Bludgeon Brothers. Quel kiff de revoir ces catcheurs, les champions par équipe de SmackDown contre le New Day. Et là, quand même, quand tu regardes ce match-là, tu revois quand même beaucoup de catcheurs que tu ne vois plus actuellement. Big E qui est blessé actuellement, tu le revois, il est dans le match. Tu vois Xavier, donc c'est Xavier et Big E qui vont participer du côté du New Day. Et du côté des Bludgeon Brothers, tu vois Eric Rowan et Luke Harper. Request Cat in Patch, évidemment, Luke Harper, grande carrière. Mais quel kiff de revoir les Bludgeon Brothers qui m'avaient beaucoup impressionné, que j'avais beaucoup kiffé à l'époque. Qu'est-ce qu'ils sont puissants, putain. Qu'est-ce qu'ils sont bons, in ring, bordel. Alors, l'histoire de ce match, tout simplement, les Bludgeon Brothers ont récupéré à WrestleMania 34 les titres et les ont depuis ce temps-là. Ça fait à peu près 10 mois qu'ils sont invaincus. Grosse puissance et grosse équipe actuellement dans le roster de SmackDown. Le New Day, eux, ont réalisé un tournoi par équipe pour être tout simplement les number 1 contenders à SummerSlam et ont battu The Bar, par exemple, l'équipe de Cesaro et de Sheamus. Et le match est plutôt bon. 9 minutes à peu près, 9-10 minutes de bon
bon catch, assez rythmé, beaucoup de hits placés sur Xavier Woods qui est un underdog naturel incroyable qui va d'ailleurs te faire un dive de la 3e corde, un elbow dive jusque dehors sur le Harper qui est fou, des spot fest en veux-tu en voilà, des dives à l'extérieur, vraiment très très bon match. On voit vraiment que la qualité est là, la chimie entre les deux équipes est vraiment bonne et franchement les Bludgeon Brothers, putain qu'est-ce qui bouge bien dans le ring, j'avais oublié ça, même Eric Rowan, vraiment très très belle performance et tout simplement le match va se solder à la fin quand les New Day allaient porter leur finisher sur Luke Harper. Eric Rowan va venir avec leur marteau parce que les Bludgeon Brothers avaient un marteau et va frapper le New Day, ce qui va les disqualifier. Victoire du New Day par disqualification et toujours champion les Bludgeon Brothers. J'ai un peu du mal avec cette fin car ils sont construits vraiment très fort vraiment depuis qu'ils sont revenus et qu'ils ont été repackagés comme ça et les voir perdre par les voir entre guillemets perdre par disqualification, je trouve que c'est un peu facile. Je pense qu'ils auraient pu gagner le match vraiment de manière clean, surtout qu'en plus Rowan va se blesser lors de ce match et donc ils vont faire un revenge en no disqualification SmackDown de la semaine d'après et les Bludgeon Brothers vont perdre les titres car Rowan ne pouvait plus défendre et ne pouvait plus concourir, donc ils vont perdre par disqualification et après perdre les titres la semaine d'après malheureusement par rapport à cette blessure. Les Bludgeon Brothers ne referont plus jamais d'apparition ensemble à part un match à Illinois 2019 contre Daniel Bryan et Roman Reigns et ça sera la dernière apparition des Bludgeon Brothers. Après ça Eric Rowan partira en solo et Luke Harper, comme vous le savez, partira à l'AEW où il aura un solide run mais malheureusement décédera quelques années plus tard. Le match était vraiment sympa, je pense qu'il aurait pu être l'opener à la place du match Seth Rollins Dolph Ziggler, mais la fin en disqualification me dérange un peu, je lui mettrai donc une note de 7 sur 10. On retrouve en backstage les Bella Twins qui sont en train d'être interviewés et qui font tout simplement la promotion de WWE Evolution, le pay-per-view 100% féminin et qui était vraiment très bon dans mes souvenirs, que j'avais vraiment kiffé. Malheureusement, WWE n'a jamais reconduit ce programme et n'a jamais reproposé un WWE Evolution, pardon. Je pense que c'est quand même un bon gâchis parce que c'était vraiment un bon pay-per-view et j'espère peut-être qu'un jour il reviendra. Le match suivant est un match pour la mallette Money in the Bank et oui, Braun Strowman, Mr. Money in the Bank ou Monster Money in the Bank comme ils aiment l'appeler, affronte Kevin Owens. Et oui, ça fait maintenant à peu près un mois qu'ils étaient en rivalité car Kevin Owens avait été balancé lors du Money in the Bank match sur le ceiling de l'entrée tout simplement de l'arène, ce qui avait mis out Kevin Owens du match et donc tout simplement accuse Braun Strowman de lui avoir fait perdre la mallette et de lui avoir fait perdre cette opportunité. Ils s'affrontent donc dans ce match pour savoir qui gardera la mallette et évidemment Braun Strowman avec sa gimmick du Get This Hands qui était ultra over à l'époque d'ailleurs va squasher littéralement le pauvre Kevin Owens, le chouchou, le power slam. C'est terminé, rapide, expéditif. J'avoue que un mois de rivalité, de building et entre guillemets un match avec un aussi gros enjeu pour se terminer dans un squash, c'est pas vraiment intéressant. 2 sur 10, rien d'autre à dire. On va passer pour moi au meilleur match de ce pay-per-view, même si pas beaucoup de gens vont être d'accord avec moi. Le triple threat féminin pour le titre de SmackDown. Quel match mes aïeux. Carmella championne défendra contre Becky Lynch et Charlotte Flair. L'histoire de ce match tout simplement, Becky Lynch qui actuellement a un titre de champion féminin a battu en weekly Carmella et a donc une opportunité au titre de SmackDown à SummerSlam. La semaine suivante, Carmella va l'attaquer et va être sauvée tout simplement par sa meilleure amie dans la storyline, Charlotte Flair. Carmella va donc aller se plaindre à Paige, general manager de SmackDown à l'époque, du comportement de cette dernière et de la non-action de cette dernière lors de cette storyline. Paige va donc lui dire et va lui faire comprendre ce que c'est d'être champion et va lui annoncer qu'elle va affronter Charlotte Flair la semaine prochaine et que si elle perd, Charlotte Flair sera rajoutée au match pour en faire un triple threat. Charlotte Flair va donc gagner le match et être ajoutée. Becky Lynch, quant à elle, est déçue car Charlotte Flair vient ici prendre son opportunité que Becky Lynch attend depuis des années. C'est vrai que les fans l'attendaient beaucoup parce que Becky Lynch a vraiment été très souvent mal utilisée ou très peu utilisée. À comparaison, Becky Lynch est à un titre de champion à ce moment-là. Quant à Charlotte Flair, elle est à 6. C'est énorme la différence. Et donc, elles vont se retrouver dans les backstage et se souhaiter bonne chance en bonne compétition. Le match est vraiment excellent. C'est le meilleur match de Carmella lors de son reign. C'est un peu dommage parce que c'est son dernier.
Mais vraiment très très bon match, très belle combinaison des trois qui vont délivrer un superbe match, belle combinaison, beaux enchaînements, suspense et beaucoup de near fall. Même pendant les moments un petit peu sloppy des matchs, Carmella va venir et faire ses taunts et faire ses moments un petit peu marrants ou intéressants qui vont venir un petit peu pimenter le match, rajouter du suspense, rajouter de l'intérêt et vraiment nous faire un petit peu marrer, ce qui est super sympa quand c'est des moments un petit peu sloppy ou un petit peu mou. Les enchaînements se font très très bien et il y a vraiment un bon suspense. Le match se termine après que tout simplement Becky Lynch fasse un disarmeur à Carmella qui va réussir à arriver jusqu'aux cornes. Becky Lynch enchaîne avec un deuxième au milieu du ring, mais Charlotte Flair arrive par derrière, lui met un natural selection et pin Becky Lynch 1-2-3, victoire et nouvelle championne Charlotte Flair dans ce match, ce qui va amener Becky Lynch et Charlotte Flair à se serrer entre elles, à se faire un câlin pour se dire bien joué, mais Becky Lynch va péter un câble et faire ce qu'on pensait à l'époque un heel turn, mais ce n'en sera rien, on le sait très bien dans le futur, et qui va amener à créer la fameuse gimmick qui va propulser Becky Lynch dans le plus grand run de sa vie et en la mettant comme l'une des femmes les plus over de tous les temps à la WWE avec sa gimmick du The Man. Ce match était vraiment super, malheureusement Carmella ne continue pas à être championne et je pense que si je me souviens bien, elle ne redeviendra pas championne jusque là, à part quand elle est championne tag team, elle ne deviendra plus championne solo. Becky Lynch partira elle avec Charlotte Flair dans le main event de WrestleMania 35 où on aura Becky Two Bells The Man, mais voilà, vraiment très très bon match et vraiment le segment de fin de match est vraiment excellent et amène à une des plus grosses gimmicks de tous les temps à la WWE côté féminin. 8,5 sur 10, match très recommandé et à regarder. On va partir sur le match pour le titre WWE World Heavyweight Championship entre AJ Styles et Samoa Joe. La rivalité se lance tout simplement après que AJ Styles ait lancé un Open Challenge pour SummerSlam au main roster de SmackDown. En effet, il était au milieu du ring et avait un contrat. Il l'avait signé et avait dit à n'importe quelle personne de venir le signer pour l'affronter à SummerSlam. C'est Samoa Joe qui va répondre à cette proposition en l'attaquant par derrière et en signant le contrat. Pendant ce temps jusqu'à SummerSlam, Samoa Joe va jouer très psychologique et parler de la famille AJ Styles. En effet, pour lui, AJ Styles est un mauvais père et un mauvais mari car il préfère passer plus de temps à se déplacer et à jouer le champion plutôt qu'à s'occuper de sa famille. Il va même aller jusqu'à inventer une fausse lettre écrite par la femme d'AJ Styles qui confirmerait les dires de Samoa Joe et expliquerait et confirmerait que AJ Styles est un mauvais père et un mauvais mari. Cette rivalité va s'amener justement du coup jusqu'à SummerSlam où le match est vraiment très intéressant. Le match qui d'ailleurs sur Cage Match est le match préféré des fans. Vraiment très bon match. On a là exactement ce que j'ai expliqué avec le premier match Seth Rollins et de Dolph Ziggler. On a un match dans la même physiologie, du match technique, du match tranquille au début, avec vraiment de la prise de position, le match qui monte en intensité, des moments sloppy et des récupérations des catcheurs, mais bien timés. Les récupérations ne sont pas à chaque coup. On a plusieurs séquences, parfois 4, 5, 6 avant des récupérations de catcheurs, qui amènent du coup plus de dynamisme et moins de moments sloppy dans le match. Le match est vraiment cool et fait les références évidemment à TNA, donc Impact Wrestling pour ceux qui le savent, où ces deux catcheurs s'étaient affrontés de nombreuses fois pour les titres World, à savoir d'ailleurs que le public va beaucoup chanter TNA durant le match, et c'est étonnant d'ailleurs que WWE n'ait pas abaissé ou n'ait pas supprimé ses chants vu qu'il n'aime pas trop d'habitude quand on parle d'autres promotions. Vraiment très bon match. Je sais que c'était le match que j'avais le moins aimé quand j'étais plus jeune et que j'avais regardé en live SummerSlam 2018, mais franchement en le regardant avec mes yeux de maintenant, je l'ai vraiment très kiffé. Il y avait vraiment des très bonnes séquences, comme par exemple un Styles Clash que AJ Styles a mis à Samoa Joe de toutes ses forces, vraiment incroyable. On voyait vraiment qu'il avait du mal à le porter. Near Fall à 2,99. Samoa Joe qui a tenté un coquina clutch qui n'est pas passé. À la fin du match, Samoa Joe ne sachant pas trop quoi faire, il envoie AJ Styles en dehors du ring et va monter sur la table des commentateurs, prendre un micro et va parler à la femme et à la fille d'AJ Styles qui sont dans les tribunes. Il va t'expliquer qu'il ne va pas malheureusement pouvoir ramener AJ Styles et qu'il va le laisser un peu inerte dans le ring, mais qu'il deviendra le nouveau papa de la fille et le nouveau mari de sa femme.
AJ Styles à ce moment-là va péter un câble, se lever, monter sur la troisième table sur la table en courant et en faisant une spire à Samoa Joe qui vont s'écraser sur les barricades et tout péter. AJ Styles tellement énervé, il va tabasser la sécurité et prendre une chaise et martyriser le pauvre Samoa Joe. Donc disqualification, victoire de Samoa Joe par disqualification, mais toujours champion AJ Styles. AJ Styles s'est ouvert lorsque Samoa Joe l'a balancé en dehors du ring et va aller retrouver sa femme et sa fille, la gueule couverte de sang, image très très forte et magnifique. Samoa Joe vainqueur mais pas champion. Très bon match, malheureusement un peu déçu que ça finisse en disqualification aussi, mais vraiment très très bon, 8 sur 10, très recommandé. On va enchaîner avec 2 petits segments. Le premier avec Elias qui va rentrer dans le ring pour faire de la musique. Personne ne vient l'interrompre, assez étonnant par rapport à ce qui se passait à l'époque. Mais malheureusement, lorsqu'il voulait faire sa musique, tout simplement sa guitare va se casser. Voilà, fin du segment. C'était là. Ensuite, on va retrouver Le Miz dans le backstage avec la B-Team. La B-Team qui est tout simplement les champions tag team de Raw. Équipe formée par Bo Dallas et Curtis Axel qui faisait partie du Miz Tourage. C'était un peu la clique qui était avec Le Miz. Le Miz d'ailleurs va en parler, leur expliquer que Daniel Bryan aurait dû faire comme eux en fait, les suivre comme ça ils auraient pu être autant victorieux et autant titrés que lui. C'est bizarre quand même, parce que bon, quand on y réfléchit, entre Bo Dallas et Curtis Axel et Daniel Bryan, il y en a quand même un qui a un plus gros palmarès. Le Miz va leur demander s'il va venir les aider, s'il veut tout simplement les encourager, mais il leur dit qu'il n'a pas besoin de leur aide, mais qu'il pourrait se voir après le match, tout simplement pour fêter. Malheureusement, la B-Team va l'expliquer qu'ils ne veulent pas le voir, qu'ils ne veulent pas l'aider, et que la B-Team est tout simplement pour Daniel Bryan. Et c'est parti pour ce match entre The Miz, mon GOAT ultime, mon catcheur préféré, et Daniel Bryan, rivalité qui date de techniquement d'il y a plus de 8 ans. Et oui, le Miz qui était en fait l'entraîneur, le parrain entre guillemets de Daniel Bryan à NXT. Daniel Bryan qui était le rookie, mais qui s'était mis en indépendance du Miz tout simplement, car il croyait et il supposait que le Miz voulait faire de lui un Miz numéro 2, il ne voulait pas ça. Tout ce que faisait The Miz était ce que ne prenait pas tout simplement Daniel Bryan, et il pensait pouvoir faire mieux que le Miz tout seul, ce qu'il a pu le prouver quand même. Malheureusement, en 2016, on se souvient qu'il avait décidé de arrêter sa carrière à cause de soucis physiques. On se souvient encore de cette incroyable interview et entre guillemets affrontement verbal à Talk Smack, où tout simplement Daniel Bryan va entre guillemets insulter la façon de catcher du Miz qui est trop sloppy, trop sûr, et qu'il ne catch que pour la fame alors que lui catch pour la passion. Et c'est à ce moment-là que Miz va nous sortir une des promos les plus légendaires de sa carrière, une promo dans laquelle il va expliquer qu'il mérite du respect, que c'est un catcheur qui est là depuis des années, qu'il n'a jamais raté une journée de catch, il n'a jamais été blessé. Bon, malheureusement, plus tard, on a bien vu qu'il a été blessé quand il était avec John Morrison, mais c'est bien des années plus tard, et qu'il n'a jamais blessé quelqu'un. Il fait du catch sûr, du bon catch, qui fonctionne, qui ne blesse personne et qui est toujours efficace. Et c'est pour ça qu'il est toujours présent et tout simplement relevant dans le roster. Cette delivery et cette tout simplement interview et cette promo restera gravée dans les annales et dans l'histoire du catch et de la carrière du Miz, et qui déclenchera derrière cette rivalité. Daniel Bryan reviendra en 2018 pour WrestleMania avec Shane McMahon pour affronter Sami Zayn et Kevin Owens, car il est officiellement medical clear, donc il pouvait enfin revenir catcher. Le Miz donc se lance en rivalité contre Daniel Bryan pour lui prouver qu'il est meilleur que lui et qu'il n'a plus qu'à retourner à la retraite. Le match se lance du coup, match de 23 minutes, et contrairement encore une fois aux Rollins Dolph Ziggler, les 23 minutes on les voit pas passer. L'histoire du match est tout simplement claire. Comme le Miz veut montrer qu'il est meilleur, et ils vont faire des choses entre guillemets les unes après les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que le Miz va lancer une prise, Bryan va essayer de la faire aussi en mieux. Bryan va lancer une prise, le Miz va le faire en mieux. Il y a beaucoup de mind game et vraiment d'intelligence dans ce match. C'est vraiment une clinique de catch. Tout est parfaitement réalisé. On a de la soumission, on a du suspense, on a des near fall, on a vraiment des prises vraiment très très bonnes et assez rares sur les deux catcheurs. Le mind game du Miz qui utilise les yes chant, le yes movement tout simplement, en se foutant de la gueule de Daniel Bryan avec ses yes, avec les yes kicks, beaucoup de choses. Le public est très investi, à peu près 50-50 avec le Miz
et Daniel Bryan, ce qui est assez étonnant quand même, parce que le Miz était quand même heel et Daniel Bryan face, et Daniel Bryan venait de faire son retour, donc il avait quand même la foule avec lui. Le match est vraiment très très bon, vraiment très très belle chimie entre les deux et une bataille psychologique. Le Miz qui va quand même se sortir de 2 fois de suite une soumission, ce qui est assez rare quand même pour le Miz, après sortir du ring, rejoindre sa femme qui était tout simplement ringside, et elle va lui passer un point américain. Lors de la fin du match, Daniel Bryan va donc faire un dive à l'extérieur pour essayer d'attraper le Miz. Le Miz va l'attraper lui-même avec un coup de poing, avec le point américain tout simplement, et va rendre le point américain à sa femme et partir faire le cover. J'aurais bien aimé peut-être un finisher en plus, car c'est vrai que finir avec juste un coup de poing américain, c'est peut-être un peu faible, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, victoire du Miz, grosse victoire contre Daniel Bryan, j'étais très content à l'époque, j'en suis toujours aujourd'hui. Match vraiment très bon et très recommandé, vraiment très bon match des deux catcheurs qui nous ont vraiment donné une magnifique performance et victoire du Miz, donc c'est forcément parfait. Le match était donc un gros banger, 8 sur 10. Je voulais faire une petite aparté pour parler de Maryse, et oui en effet on a appris il y a quelques jours que Maryse était actuellement atteinte d'un maladie pré-cancérigène et qu'elle devait être opérée. Malheureusement si l'opération n'a pas de succès, le cancer est un cancer très grave et pourrait malheureusement l'emporter très facilement. J'espère du coup que Maryse va s'en sortir et va tout simplement pouvoir continuer sa vie. Mes pensées vont donc à elle et à sa famille. Le Miz et à ses enfants. Ça serait une grosse perte pour le monde du catch et une grosse perte en tant que personne aussi de perdre cette incroyable catcheuse et cette incroyable manageuse et cette personne qui a l'air vraiment très sympathique. J'espère qu'elle ira mieux et que tout ira bien pour elle et pour sa famille. Le match suivant est Constable Baron Corbin contre Finn Balor. Et oui, allez, ce qui est assez intéressant et ce qui est assez drôle, c'est de voir comment la dynamique entre le mois de maintenant et le mois d'époque a changé. À l'époque, j'étais derrière totalement Finn Balor parce qu'il venait de faire son retour entre guillemets depuis sa blessure et que Baron Corbin me cassait les couilles. Maintenant, je suis totalement derrière Baron Corbin et vous le savez, malheureusement, le Finn Balor va battre Baron Corbin. En effet, cette rivalité vient du fait qu'à l'époque, Constable Baron Corbin avait tout simplement des privilèges et était Constable à Monday Night Raw et utilisait son pouvoir managérial pour foutre la merde et gagner des matchs en grugeant, ce qui était au détriment pendant plusieurs semaines de Finn Balor. Il décide donc de faire un match à SummerSlam et à SummerSlam, Finn Balor ne va pas arriver normalement mais va faire son retour en démon. Et oui, le démon qu'on n'avait pas vu depuis SummerSlam 2016 où il avait affronté Seth Rollins pour le titre universel. Baron Corbin sera donc pris de court de voir ce personnage qu'il n'attendait pas et se fera squash en même pas 3 minutes. Moment vraiment très cool pour les fans, le retour du démon, une victoire de Finn Balor à SummerSlam. Malheureusement Baron Corbin perd là-dessus, 3 sur 10, pas grand chose, on peut pas vraiment le noter, c'était pas un match, c'était plus un angle, mais c'était cool quand même. Petit segment backstage où on voit Brie Bella réconforter son mari, en effet son mari qui se sent vraiment mauvais, se sent moins fort, se sent abattu, mais Brie Bella vient le voir et tout simplement lui dit qu'il arrivera à se relever, qu'il arrivera à l'affronter et à montrer qu'il est bien meilleur que le Miz. Il est content, il se sent mieux. Petite promo pour les babyface pour rassurer Daniel Bryan. Et ils iront d'ailleurs faire, normalement, si je me souviens bien, un 2v2 mixte qui sera gagné quelques mois plus tard par Brie Bella et Daniel Bryan. Donc, on ne s'en fait pas trop pour lui. Match suivant pour le titre des États-Unis, Jeff Hardy, le contender contre Shinsuke Nakamura, le champion. Vous connaissez mes amours pour Jeff Hardy, mais c'est pas grave. L'histoire se passe tout simplement car Jeff Hardy, ancien champion US à Extreme Rules, avait perdu à cause d'une gruge de Nakamura. En effet, lorsque l'arbitre allait donner le titre des États-Unis au commentateur, Shinsuke Nakamura avait tout simplement fait un low blow à Jeff Hardy et avait commencé le match directement avec un Kinshasa. C'était totalement un squash. Le match était terminé en 6 secondes à Extreme Rules et Shinsuke Nakamura était parti champion US. Nous avons donc la revanche de Nakamura, de Jeff Hardy contre Nakamura dans un match plutôt bon. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien d'incroyable non plus. C'est un match de catch, les deux ont plutôt une bonne chimie, mais il n'y avait rien de fou non plus, c'était
sympathique, moins de 10 minutes, à peu près 9 minutes et quelques. Les moments importants du match, c'est la Swanton Bomb qui a fait un 2,99 sur Shinsuke Nakamura, et lorsque Shinsuke Nakamura était en train de sortir du ring et était sur l'apron, Jeff Hardy a fait une Swanton Bomb sur l'apron, mais Shinsuke Nakamura s'est bougé, laissant Jeff Hardy s'éclater. Shinsuke Nakamura alors on a profité en remettant Jeff Hardy dans le ring et en finissant avec son Kinshasa, donc victorieux et toujours champion Shinsuke Nakamura dans un bon match, mais rien de plus, 6,5. À la fin du match, Randy Orton est arrivé. En effet, Randy Orton, pendant les semaines où il était en rivalité, où Jeff Hardy était en rivalité avec Nakamura, il était venu le frapper et l'attaquer plusieurs fois. Randy Orton a fait donc son entrée tout simplement dans l'arène, a commencé à dévaler la rampe d'entrée et au final s'est ravisé et est reparti. On saura après qu'ils vont partir en rivalité tout simplement et vont faire leur match incroyable à Hell in a Cell, où ils vont faire un Hell in a Cell match assez bon, j'espère qu'on pourra le couvrir un jour. Avant-dernier match de ce SummerSlam, Alexa Bliss contre Ronda Rousey, et quel plaisir de revoir la gimmick de goddess de Alexa Bliss. Et oui, trop peu de personnes s'en souviennent, mais à l'époque, la goddess Alexa Bliss était vraiment dans toutes les title pictures. Elle a chopé plusieurs titres de champion féminine et était vraiment très relevant à l'époque et avait un thème incroyable. L'histoire de ce match, tout simplement, Ronda Rousey affrontait Nia Jax à Money in the Bank pour le titre et a gagné ce match et est donc devenue championne, mais Alexa Bliss, qui venait de décrocher la mallette, a cash in et a gagné le titre. Ronda Rousey a donc voulu se venger, s'est énervée contre les officiels et la sécurité, s'est fait suspendre 30 jours. Elle est revenue par la suite et a pété la gueule à tout le monde, et donc elle a sa revanche à SummerSlam. Le match, c'est un squash, encore une fois, à peine 5-6 minutes. Au début, Alexa Bliss tente de se protéger, de s'enfuir, etc. Mais Ronda Rousey ne veut pas faire ce type de match. Du coup, elle va se moquer d'Alexa Bliss en se tournant, en lui montrant son dos, en s'asseyant et en fermant les yeux. Alexa Bliss essaye de prendre l'avantage en l'attaquant, mais Ronda Rousey ne se laisse pas faire. Elle va commencer à tordre le bras de Alexa Bliss de manière très violente. L'image est très très forte et même le public était vraiment assez ébahi par ce move, car c'était vraiment très impressionnant, et va finir avec son finisher, sa soumission. Le match est vraiment très rapide et assez anecdotique. Les Bella Twins et Natalia vont venir après pour célébrer avec Ronda Rousey. C'est vrai qu'à l'époque elle était vraiment très over, donc le choix était normal, mais faire perdre Alexa Bliss aussi facilement était quand même assez triste. 3 sur 10. On va maintenant passer au main event, et oui, le brocoli qu'on va pas trop nommer en ce moment parce que c'est pas trop ouf, contre Roman Reigns. Et oui, leur histoire revient à WrestleMania 34 où Roman Reigns avait perdu le main event de WrestleMania tout simplement contre Brocoli. Il s'était réaffronté au Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite dans un cage match assez controversé, et du coup Roman Reigns voulait sa revanche, il ne voulait pas laisser son opportunité et il en avait marre. En effet, Brock Lesnar n'était pratiquement jamais là, ne voulait jamais défendre son titre, n'était jamais présent en weekly, ne voulait pas être présent en fait, c'est même pas qu'il ne pouvait pas, c'est qu'il ne voulait pas, et il n'y avait que Paul Heyman. Ce qui est assez intéressant est de voir le parallèle avec le Roman Reigns de maintenant qui fait exactement comme Brocoli à l'époque. Il y a même aussi un petit parallèle qui est assez drôle. En effet, pendant un segment, Paul Heyman va proposer à Roman Reigns d'être son tout simplement son advocate, ce que Roman Reigns refusera, et on apprendra en fait tout simplement que c'était une ruse pour que Paul Heyman lui lacrymo la gueule et que Brocoli vienne lui péter la race. Mais en soi, c'était assez drôle de voir encore une fois le parallèle où au final, Roman Reigns a fini par faire comme Brocoli et avoir le même manager que Brocoli. Le match, avant de commencer, Braun Strowman va arriver. Et oui, Monster Money in the Bank va dire qu'il n'est pas un coward, un lâche, et va dire que tout simplement, il va cash in à la fin du match contre n'importe lequel. Il s'en fiche de qui va gagner, car à la fin de la journée, il finira champion universel. Le match commence, enchaînement de de spéciaux et de finishers tout simplement. 3 Superman Punch, 3 Spears, à la fin 2 guillotines de Brock Lesnar. C'est vraiment rapide, c'est vraiment expéditif. Roman Reigns va tenter une Spear sur Brock Lesnar qui va esquiver, donc ça va faire un dive sur Braun Strowman. Brock Lesnar va en profiter pour faire un F5 à Braun Strowman et le défoncer avec une chaise, prenant sa mallette et faisant un magnifique home run en l'envoyant sur tout simplement le stage d'entrée, en pétant d'ailleurs un truc électronique en même temps. Donc très beau lancer, hein, ça on peut pas lui enlever. Braun Strowman out, tout simplement. Brock Lesnar revient dans le ring avec une chaise et Roman Reigns spire le broco.
1, 2, 3, terminé. Le match a duré 7-8 minutes, même pas. La foule exulte, c'est vrai que voir Roman Reigns pas huer et même être cheer, c'est rare, mais vu que les gens ne voulaient plus de Brock Lesnar, car c'était pratiquement, il était à 500 jours, je crois, de règne, où on le voyait jamais, ils préféraient voir Roman Reigns qu'on verrait au moins toutes les semaines plutôt que Brock Lesnar, donc ils en avaient ras-le-bol, donc tout le monde était content même si le match n'était pas vraiment bon et que c'était pas le champion qu'on aurait voulu. Le match, 5,5 sur 10. C'est ce qui conclut du coup SummerSlam 2018, un show de 3h56, et oui, très très long, et c'est ça que je vais retenir du show. Les longueurs, beaucoup de matchs trop longs, trop sloppy pour moi. Le show, je sais pas pourquoi, peut-être que le Vinceau, il était payé à l'heure, je ne sais pas, mais il aurait fallu que certains matchs soient raccourcis ou peut-être dynamisés pour mettre d'autres minutes dans d'autres matchs. 3 squash matchs dans le show. Un match qui dure moins de 8 minutes. C'est pas normal. Sur 3h56, 10 matchs, 5 matchs font moins de 10 minutes. Le show était pas si mauvais, mais il y avait trop d'inégalités. Des très très bons matchs, comme des très mauvais ou comme des très anecdotiques. Le show pour moi a donc une moyenne de 5,75 sur 10. C'est ce qui achève notre premier Retro Catch. J'espère que cette nouvelle série vous plaira. On explorera la prochaine fois un nouveau show. N'hésitez pas à mettre en commentaire le show que vous voudriez que je regarde. Un WWE évidemment, n'importe quelle époque, n'importe quelle année, ça je m'en fiche. La personne qui aura le plus de likes sera tout simplement le gagnant et je regarderai son show et j'en ferai une rediff. Bonne journée à vous, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Ciao.